Et donc, bonjour à toutes et tous, et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Fabrice Denis, qui animera ce jeudi de la FEMS. Fabrice Denis, qui est directeur du musée d'histoire de Marseille, depuis très récemment également vice-président de la FEMS et directeur aussi du pôle Voix historique. Fabrice, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci à l'ensemble de l'auditoire et des intervenants d'être là ce matin. Nous sommes très nombreux puisque nous sommes quasiment une centaine, ce qui montre quand même l'intérêt qu'il y a évidemment à ces réflexions croisées entre archéologie et société, disons. La question, enfin, la proposition de ce matin est sur un mode interrogatif. Vous l'avez bien compris, c'est parfaitement stupide. Si vous êtes venu chercher la réponse à la question de savoir si les musées archéologiques étaient des musées de société, je vous donne tout de suite la réponse, c'est oui. Il aurait plutôt fallu intituler la chose, mais j'en suis responsable. C'est plutôt en quoi les musées archéologiques sont des musées de société. Ce sont des disciplines qui s'interpénètrent depuis maintenant longtemps, mais il y a peut-être aujourd'hui une maturité et une actualité sur ces sujets qui interrogent le réseau de la FEMS que nous sommes et qui peut évidemment rejoindre des réflexions d'autres réseaux qui sont, eux, portés du côté de l'archéologie. Il suffit d'ouvrir les yeux sur les activités des opérateurs de l'archéologie aujourd'hui à l'échelle nationale ou internationale. Regardons l'INRAP, dont la revue Archéopage s'intitule Archéologie et société. Il suffit de voir d'ailleurs toujours du côté de l'INRAP comment leurs expositions temporaires, que sont les archéocapsules, s'intéressent à des sujets de société, l'immigration, climat, paysage, masculin-féminin, le handicap. Bref, ces questions sont tout à fait intégrées à la réflexion des archéologues de cet institut national. Nos collègues en Suisse, je pense à ceux du musée de Vidi, qui n'hésitent pas à proposer des expositions qui posent clairement cette réflexion contemporaine sur l'archéologie. L'exposition Futur antérieur en est un excellent exemple. Je pense à la programmation du musée Saint-Raymond de Toulouse, pour ne donner que quelques cas, qui est très en lien et très connecté, et y compris dans les réseaux sociaux, avec des questions de société. Je pense aux activités du musée d'histoire de Marseille, la dernière exposition sur les trésors coupables pointer du doigt les problématiques de pillage et en quoi ces problématiques sont de niveau de société. Bref, je pense que si on fait un tour de table des 90 personnes que nous sommes ce matin à nous entendre, nous aurions évidemment de très nombreuses raisons de considérer qu'il y a un véritable intérêt à croiser ces données. Pour cela, nous avons donc proposé à quelques intervenants, et merci encore à eux, donc ils seront 6 ce matin, à exprimer leur point de vue sur cette dimension-là. Et nous avons tenu une petite réunion préparatoire où nous avons retenu l'idée de trois thématiques, en quelque sorte, ou 3 façons de dérouler le sujet. Il y aura brève introduction, rappelant un petit peu dans le passé, et notamment dans le passé des ATP, du Musée national des arts et traditions populaires, quelle était la place de cette relation entre archéologie et ethnologie. Et puis une première partie sur une approche plutôt par le patrimoine et par les collections. Nous verrons dans une deuxième partie au-delà des collections, les problématiques de mise en perspective de ces collections. Et enfin, une troisième partie sur des questions de recherche et de l'intérêt qu'il y a à peut-être scruter attentivement ce que nos collègues en archéologie font dans le domaine de la recherche, de l'expérimentation, et pour essayer peut-être de rapatrier quelques-unes de ces bonnes pratiques, en tout cas de s'en nourrir dans le champ des musées de société. Et puis le service des musées de France proposera à la fois une conclusion et puis quelques perspectives d'ouverture. Donc je laisse les intervenants se présenter directement. Je vais leur donner la parole dans leur ordre d'apparition. Donc tout d'abord, Marie-Charlotte Calafa. Il faudrait que tu allumes ton micro peut-être, Marie-Charlotte. Nous ne t'entendons pas. Voilà, c'est bon. C'est Donc bon, voilà, oui. si tu veux bien te présenter. Oui, donc Charlotte Calafa, je suis la directrice scientifique et des collections du MUSEM. Marielle Guinguenot. Bonjour, je suis actuellement directrice du Compas Musée de l'Agriculture au sein du département d'Eure-et-Loir
Et auparavant, j'ai travaillé pendant 17 ans à la direction de l'archéologie de la ville de Chartres en tant qu'archéologue de terrain, puis responsable valorisation. Marion Audouli, ton micro. Voilà, bonjour à tous, Marion Odoli, directrice des musées du patrimoine de la ville d'Agde depuis 3 ans maintenant, avec plus de 10 ans précédemment d'expérience en services régionaux de l'archéologie. Laurence Tripoli. Bonjour, donc moi je suis responsable du département des publics au musée départemental Atlantique et je suis également le président de l'association RAM Antique pour Réseau Archéologie Médiation Antique. Et Julie Corteville. Oui, bonjour. Alors moi, je suis conservateur au bureau de l'animation des réseaux scientifiques au service des musées de France, ministère de la Culture. Merci. Du coup, je vais donc maintenant céder la parole à Marie-Charlotte Calafa, qui d'ailleurs a un petit PowerPoint à partager avec nous. Et donc, nous allons revenir un petit peu aux origines du musée laboratoire du MNADP. Exactement, merci beaucoup Fabrice. Et j'espère donc que vous voyez bien le PowerPoint. Je Oui. file. Donc, Tu peux le mettre en mode présentation, peut-être Marie-Charlotte juste. Oui, alors je vais faire ça. Afficher, c'est ça, parfait. C'est bon? Oui. Et ça suit. C'est bon? Ok. Alors, est-ce que vous le voyez avancer? non. D'accord. Bon, alors là, c'est c'est bon. peu... Bon, sinon, tu peux le laisser comme ça peut-être et on voit déjà. Ouais, Ok. Donc, je vous propose vraiment une brève introduction sur la place de l'archéologie dans ce MUSEM, mais surtout dans son héritage même. Puisque le MUSEM, c'est l'héritier du Musée national et des arts et traditions populaires, et avant lui même du fonds français et européen du musée d'ethnographie qui avait ouvert dans le palais du Trocadéro, parallèlement à l'exposition universelle de 1878. Et vous avez ici presque 3 temps avec... une vue muséographique de la salle de France, une vue du Musée national des arts et traditions populaires et le MUSEM qui suit. Et ce qui est intéressant dans l'histoire en fait de ce Musée national des arts et traditions populaires, c'est sa dimension de musée-laboratoire, avec le principe de collecte ethnographique qui se formalise dans ses outils au moment de sa définition dans les années 30. C'est un musée qui est défendu en fait en 1936, parallèlement donc là aussi un contexte qui est celui du Front populaire, avec l'idée qui est un Louvre du peuple. Et toute cette démarche en fait qui se met en place sur les outils montre à quel point Rivière, Georges-Henri Rivière, qui en est le directeur, va vouloir véritablement écrire et formaliser une source d'inspiration dans ses réflexions muséographiques, notamment parlant régulièrement dans ses sources d'André Leroy-Gourhan et du site de Pincevent, puisqu'il va penser sa méthodologie d'enquête-collecte avec vraiment cette volonté explicite de contextualiser les objets dans leur relation avec les hommes et leur milieu naturel. Dans un texte en particulier de 1961 sur la politique d'accroissement des collections, il compare l'ethnologue à l'archéologue et écrit, je cite, « À l'exemple de l'archéologue, nous fouillons un terrain social qui a lui aussi ses gisements et sa stratigraphie, dont l'exploitation savante exige prélèvement de contexte, analyse, patiente notation. Éclairant les apports de la découverte, toute une documentation est à produire par le chercheur et ses techniciens, journal d'opération, inventaire, fiches relevées, photos et films de l'inanimé, dont nous partageons les méthodes avec l'archéologue. » Donc, on est véritablement là
sur cette notion donc d'héritage. Donc, je vous ai mis ici une photo d'André Leroi-Gourhan au Musée des Arts et Traditions Populaires en pleine conférence dans ces mêmes années 60, puisque c'est le moment de l'enquête, la fameuse recherche coopérative sur l'Aubrac, et il prend part en fait à ces réflexions. Donc lui, effectivement, travaille dans ces années 30 sous la direction de Paul Rivet au Musée de l'Homme, et est fondateur, directeur du département de technologie comparée, qui en fait va être une source de compréhension de deux modèles à la fois de collecte et de muséographie, par le musée des ATP qui s'appelle les unités tout d'abord écologiques et les séquences de fabrication. Donc ici, visuel de ces unités écologiques avec le cas d'étude du buron d'Aubrac. Donc on va constater véritablement l'ensemble d'un environnement, le prendre en photo, faire des entretiens, faire des relevés et collecter et traduire en musée comme une tranche de vie, là où la séquence de fabrication est perçue comme un moyen de conservatoire en fait aussi des savoir-faire qui sont observés sur le terrain, en formalisant des étapes de fabrication liées à des outils et à des gestes en particulier que les vitrines peuvent donner à lire. Donc, vous avez ici le cas d'une marionnette ou par ailleurs à droite celui d'une vielle de Janzat. Les collections archéologiques aujourd'hui, en fait, on a un historique qui remonte même avant le Musée des Arts et Traditions Populaires, avec des folkloristes qui vont se définir aussi comme des amateurs éclairés, dans une réflexion d'archéo-civilisation pour certains. Et là, la figure de Varagnac est assez essentielle pour comprendre là aussi le rapprochement du folkloriste et de l'ethnologue. Et de l'archéologue. Donc, ces folkloristes vont en fait collecter de l'archéologie et essayer de comprendre justement des questions de permanence, de survivance. Donc, on a dans les premières collections vraiment du musée cette comparaison régulière entre objets considérés comme folkloriques et objets archéologiques. Ensuite, un grand moment dans ces années 60, c'est la mise en place de campagnes d'acquisition menées par l'équipe du groupe d'archéologie médiévale, d'abord par le PHE, puis par le HESS, puis ensuite aussi par des figures du CNRS, qui est installé même dans le musée au moment de son ouverture. Donc en 1969 jusqu'en 1993. Et je finirai par vous montrer aussi une collection récemment acquise via une dévolution du groupe archéologie de la Caisse nationale des monuments et sites au MUSEM, qui marque le projet du MUSEM dans son implantation à Marseille. Au sein donc du musée d'ethnographie, c'est voilà, cette comparaison systématique. On va s'appuyer sur les collections du musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye pour faire des comparaisons, des classements typologiques de fossiles. Ici, vous avez effectivement la mention de ce travail du groupe d'archéologie médiévale qui est donc au sein du musée des ATP, financé par le CNRS et le HESS, puis par la direction des musées de France. Et c'est vraiment de nombreux sites de fouilles qui permettent de comprendre, notamment sur des sites potiers, la relation entre les collectes ethnographiques et les fouilles archéologiques à Villiers-le-Sec, à Saintonge, voilà, pour ne citer que quelques exemples, avec parmi les archéologues qui ont œuvré à ces chantiers, Jean-Marie Peset, Rémi Guadagnin ou Françoise Piponnier. Ici, je voulais aussi vous parler de ces 250 objets provenant de la fouille d'un bateau génois qui a coulé dans la rade de Villefranche-sur-Mer et daté de 1516 grâce justement à ce pichet en particulier. Qui a été une dévolution faite donc au Musée national des arts et traditions populaires pour porter ce projet de MUSEM à Marseille et donc son implantation sur un nouveau terrain d'études incluant donc la Méditerranée. C'est une fouille très importante qui regroupe à la fois transport matériel de guerre, objets de la vie domestique sur le bateau. Donc voici ici quelques exemples, jusqu'à tout aussi le matériel d'études qui accompagne cette fouille. Et voilà simplement brièvement
un moyen de questionner ceci aujourd'hui dans notre exposition Méditerranée avec 5 objets, chacun d'entre eux mis en discussion, choisi par un jeune dans l'exposition Méditerranée, notre exposition permanente, où en fait c'est des points de vue sur un objet des collections qui sont mis en discussion. Et ici, ce piché, on entend Max Guérou, qui est le directeur des fouilles, voilà, évoquer cette fouille sous-marine, et le directeur adjoint du DRASM, Frédéric Leroy aussi, pour évoquer de son point de vue l'intérêt et les problématiques liées à cet objet. Donc d'un point de vue simplement politique de conservation, de gestion, effectivement, c'est un fonds conséquent dans le musée que nous traitons finalement comme l'ensemble des collections qui nous sont affectées. Donc, il y a une logique de stockage par matériaux, des inscriptions à l'inventaire et du matériel d'étude. Et nous conduisons aussi, depuis notre transfert, toute une politique de pré-dépôt pour voir ces collections, souvent de fouilles archéologiques, retourner sur leur territoire même de fouilles. Et c'est le cas notamment du dépôt qui a été réalisé, qui est aujourd'hui affecté au musée d'archéologie des Pays de France, Louvre, au Val d'Oise, ou le cas du dépôt des fouilles de Villiers-le-Sec qui a été déposé au musée départemental d'archéologie de Guéry en Vexin dans le Val d'Oise. Voici ici quelques œuvres qui appartiennent donc désormais à Louvre, puisque nous avons fait un process de transfert de propriété de l'État à la collectivité territoriale, puisqu'elle sert véritablement au cœur de ce projet scientifique et culturel du musée sur le territoire. Voilà, c'était donc un timing serré, mais qui, je l'espère, voilà, vous balaye rapidement la place de l'archéologie au Muséum. Merci. Merci beaucoup Marie-Charlotte pour le respect parfait du temps imparti. Nous allons donc, après cette introduction qui montre bien effectivement la contamination de l'archéologie dans le paysage des musées de société et par cette histoire des ATP, donc une première partie qui va être animée par Marielle Guinguenaud et Marion Odouli, plutôt donc une première approche par les collections et à travers les problématiques communes qui règnent entre le monde de l'archéologie et celui des musées de société. Donc je crois que c'est Marielle qui commence le... Oui, tout à fait. Alors, bonjour à toutes et tous. Effectivement, nous, avec Marion, on a travaillé à réfléchir sur les différents points communs qu'on avait entre l'archéologie et les différents musées de société, et l'un qui est ressorti en priorité est l'importance, le volume des collections assez conséquent. On connaît au sein des services archéologie ces sujets que génère ce développement permanent de collections et des enjeux qui sont inhérents à leur conservation. Et donc, en ce sens, il y a des pratiques qui ont été mises en place ces dernières années en lien avec les ministères de la Culture, des groupes de travail, pour essayer de réfléchir un peu à un tri de ces collections. Et donc, il y a un tri qui est opéré à ce niveau-là dès le terrain, et ce qui permet un petit peu de faire une première étape de tri au niveau de ces collections, ce qui permet aussi d'adapter d'autres méthodes d'enregistrement qui se mettent en place afin de conserver les données scientifiques, qui ne sont pas d'un point de vue physique, mais en termes d'enregistrement des données. Certains éléments sont conservés à des fins de médiation, d'autres pour des fins d'études. Et c'est assez intéressant de voir cette étude qui est faite dès en amont, dès la collecte, en fait, entre guillemets, de ces collections, puisque souvent, enfin moi je vois c'est le cas au Compas, l'abondance des collections interroge souvent nos élus, et cette surabondance leur laisse penser qu'un petit peu on conserve trop de choses qui n'ont pas forcément un sens patrimonial. Donc ça permet de faire un lien aussi sur l'intérêt de mener une réflexion, et c'est des sujets qui sont communs, je pense, entre les musées de société et d'archéologie, au niveau de ce tri des collections. Souvent, que ce soit en archéologie et dans les musées de société, alors je vais citer l'exemple du Compas, la collecte a été faite à la fin des années 70, parce qu'il y a eu une prise de conscience du danger qui menaçait ce patrimoine agricole si quelque chose n'était pas fait pour collecter l'ensemble de tout ce qui est machinisme, outillage agricole. Et l'ensemble est fait souvent de manière prolifique à des fins vertueuses, puisque c'était vraiment dans une volonté d'exhaustivité, de conserver l'ensemble de ces éléments. Mais c'est vrai que
Désormais, enfin, que ce soit en archéologie, mais également dans le monde des musées, des tris sont mis en place, que ce soit par le biais de ne pas patrimonialiser tout de suite et conserver en termes de matériel d'étude, ou de faire un tri, que ce soit en lien avec les services de l'État et les passages en commission comme les CTRA et CSRA. J'ai cité l'exemple des musées du Mans, qui l'an dernier ont fait passer un dossier comme ça pour CSRA, présenté par Alice Gandin, Nicolas Meurel, suite à un travail pour vérifier le contexte juridique afin de procéder à un tri de ces collections qui, de toute façon, étaient dans un état de conservation très, très abîmés d'ores et déjà, et donc qui se sont fait accompagner des services de l'État pour mener une réflexion afin de réfléchir à comment procéder à un tri. Ça révèle vraiment la nécessité qu'on a entre musée de société et archéologie sur la nécessité de mûrir la patrimonialisation de l'ensemble de nos collections et l'intérêt d'un travail de synergie, puisqu'on est quand même responsable de la transmission de ce patrimoine, que ce soit en archéologie, musée de société, dans la transmission pour les générations futures. Et c'est Laure Ménétrier, lors d'une dernière journée sur le patrimoine agricole, qui évoquait notre responsabilité aussi à l'égard des futurs professionnels du patrimoine qui auront à gérer à la suite de nous ces collections. Donc il y a un véritable enjeu autour de ces aspects-là. Et je vais évoquer aussi très brièvement, c'est très frustrant parce que le temps est très court, mais également la croisée des regards au niveau de la typologie de nos collections qui sont des collections fragiles, bien souvent malgré les apparences, puisque c'est des collections qui évoquent des objets du quotidien et qui sont souvent qui sont souvent qui sont des matériaux en bois, en métaux, de matières composites, donc qui posent réellement de véritables questionnements en termes de conservation pour les générations, dans le temps, et ce qui impacte directement sur les enjeux de conservation et de lieux de conservation. Quelle adaptation doit-elle être mise en place? Est-ce qu'on doit adapter le lieu ou doit-on adapter les lieux de conservation? Quand on peut adapter les lieux de conservation, comme c'est le cas, par exemple, dans les nombreux CCE en archéologie, enfin les CCE en archéologie qui se sont développés, ou des réserves muséales assez récentes qui prennent en compte cette capacité d'extension, c'est vraiment le bonheur entre guillemets, même si il faut quand même avoir une patrimonialisation raisonnée, il me semble. Mais c'est vrai que lorsque des fois on doit s'adapter au lieu, c'est pas toujours simple, puisqu'on a donc ces collections qui sont vraiment très denses. Et ça peut poser des freins sur la mise en place de nos missions au sein des musées de France, qui sont la politique d'acquisition. Donc, je sais qu'au compas, c'est vrai que c'est un aspect qui génère une certaine frilosité. On a quand même des collections assez volumineuses. Donc, forcément, ces enjeux de conservation posent réellement des questions en termes d'acquisition pour la suite des données. Donc, je vais laisser la parole à Marion. J'ai essayé d'être brève. J'espère que ça ira. Bon, ben, j'enchaîne sans plus attendre sur cet aspect vraiment des similitudes entre les collections archéologiques et ethnologiques. On voulait insister et revenir finalement sur quelque chose qui a déjà été évoqué par Marie-Charlotte Calafa, qui est l'importance du contexte, parce que là aussi, ça a des conséquences en termes de gestion de ces collections. Donc bien sûr, ce sont des collections, Marielle l'a un petit peu dit, qui ont trait à la vie quotidienne, qui ont finalement pas forcément de valeur intrinsèque, si ce n'est celle qui est donnée par l'usage. Donc, c'est avant tout cette valeur d'usage qui va faire qu'on choisit de patrimonialiser ou pas ces objets. Et ce contexte, donc, il peut être tant géographique, lié au territoire, on l'a déjà vu un petit peu ce matin, que lié aussi à l'époque, la datation, la période de production de l'objet, ou à sa situation, vraiment son contexte plus particulier d'usage, parfois même un contexte individuel aussi, le fait qu'il soit lié à la vie, la destinée d'une famille ou d'un individu en particulier.
Et donc là aussi, on l'a un petit peu évoqué déjà, donc je vais très vite. En archéologie, vous le savez qu'il y a un lien très fin qui est fait entre l'objet et son contexte et une traçabilité très importante qu'on s'efforce de maintenir tout au long de la vie de l'objet, depuis son prélèvement sur le terrain jusqu'à son éventuelle valorisation dans un musée, avec un marquage notamment et un numéro d'inventaire qui intègre le numéro de l'unité stratigraphique où a été prélevé cet objet. Donc, vous voyez que voilà, ce contexte et cette traçabilité, c'est des données vraiment auxquelles il faut réfléchir, comment les matérialiser, comment garder ce lien tout au long de la vie de l'objet avec son contexte. Donc pour ça, voilà, des protocoles régionaux ont pu être mis en place par différentes DRAC sur la base des arrêtés sur l'inventaire des collections archéologiques de 2004 qui posaient déjà certaines normes. Dans la suite de la législation sur l'archéologie préventive. C'est vrai que cette question de la contextualisation, je voulais l'évoquer un petit peu à travers les collections du musée de l'Éphèbe, elle pose vraiment question quand on n'a pas ce lien au contexte sur l'exploitation possible ensuite de ces objets. Donc nous, au musée de l'Éphèbe, on a une très nette différence en fait liée à l'histoire de la discipline de l'archéologie subaquatique et sous-marine entre les collectes d'une association locale, le GRASPA, dans les années 60, qui sont vraiment au fondement de la création du musée, mais parfois décontextualisés et pour lesquels on peut avoir qu'un discours finalement assez général sur la civilisation gallo-romaine, les échanges en Méditerranée et des fouilles, des opérations plus récentes menées par le DRASM qu'on présente du coup de façon aussi différente en tant que site, en tant qu'ensemble et qui nous permettent d'avoir un discours beaucoup plus riche, beaucoup plus fin, beaucoup plus complexe auprès des visiteurs grâce justement à cette remise en contexte. Et puis donc, ce qu'on voulait évoquer aussi voilà, sur cette prise en compte du contexte, c'est la stratégie de conservation, l'anticipation vraiment de cette stratégie de conservation en lien avec la nécessité de conserver donc une documentation qui peut être volumineuse, qui peut être multi-support, multi-format, notamment avec maintenant la question des formats numériques et de leur pérennité. Donc là aussi, on le sait maintenant, c'est bien intégré qu'il faut anticiper dans la création de réserves l'extension du volume des collections. Marielle vient d'en parler, mais c'est vrai qu'on ne se pose peut-être pas encore assez la question de comment pérenniser cette documentation, qu'elle soit papier ou numérique. Là aussi, ça peut représenter des volumes de stockage assez importants qui parfois ne passent un petit peu sous les radars et ne sont pas forcément pris en compte dans les projets de centres de conservation. Et enfin, il y a aussi la question du personnel dédié. Voilà, conserver cette documentation, ces archives, ça demande aussi un personnel documentaliste ou archiviste avec des compétences très spécifiques qui, on le constate ces dernières années, ont tendance à disparaître des DRAC, disparaître des services patrimoniaux ou des musées. Nous, par exemple, au musée de l'Éphèbe, on n'a pas actuellement de documentalistes. Voilà sur ce premier point du contexte. Et puis, pour conclure notre partie, on voulait évoquer rapidement, parce que je pense que ça sera fait aussi par la suite, la question de la valorisation de ce type d'objets en bout de chaîne dans les musées, puisque ce sont une typologie d'objets qui ont une valeur, on l'a dit, plus souvent informative finalement, une valeur du quotidien, une valeur d'usage et pas forcément une valeur esthétique. Ce sont souvent des objets fragmentaires, lacunaires, difficiles parfois à identifier, à la fois pour les spécialistes, mais surtout pour les publics, et qui peuvent correspondre à des usages et des savoir-faire parfois disparus. Donc là aussi, la question est de savoir, pour ne pas faire de contresens, pour respecter quand même cette particularité de nos objets archéologiques ou ethnologiques, comment les présenter, comment les hiérarchiser, comment ne pas leur donner une esthétisation trop forte. Il peut y avoir aussi des impacts et des problématiques qui ressortent dans la scénographie de nos parcours permanents ou de nos expositions temporaires. Et l'approche qu'on va choisir en fait dans la mise en valeur de ces collections, plus généraliste, peut-être plus territorialisée, plus encyclopédique, voilà, est une réflexion à part entière qu'on n'a pas trop le temps de développer ce matin. Mais c'est vrai que de plus en plus, on l'a dit, aussi bien dans les musées d'archéologie que les musées de société,
ce lien avec le territoire ressort. Ce lien avec le territoire est quand même à rechercher pour pouvoir affirmer une identité de chaque institution, une spécificité. Mais voilà, encore une fois, comme pour les raisons qu'on a évoquées ce matin, c'est pas toujours évident de le faire au regard de l'absence parfois de documentation ou de contexte sur ces objets. Et c'est là, donc, mais je ne développe pas plus parce que je pense que ce sera évoqué par la suite, que se pose aussi toute la question la transdisciplinarité avec des équipes universitaires, mais aussi avec des artistes, avec des architectes pour toutes les questions de restitution, reconstitution, réintégration dans des évocations qui peuvent intégrer les différentes scénographies. Voilà, je m'arrête là. Merci Marion. Et effectivement, tu as commencé, et ça fait une parfaite transition avec la deuxième partie qui nous amène à nous éloigner un peu de cette dimension traditionnelle de la collection, pour voir un petit peu les réflexions sur les politiques de mise en valeur et de traitement de ces collections, qui ne constituent pas, on le sait bien, une fin en soi. Et ce discours dans les musées de société est tout à fait établi, que le musée de société ne se résume pas à sa collection, mais est beaucoup plus animé par la question de son projet, de ce qu'il en fait. Et donc pour cela, je crois que c'est Claire Iselin, qui dirige le musée Lugdunum de Lyon, qui, je le dis au passage, est un des premiers musées archéologiques à avoir intégré la FEMS. En tout cas, son adhésion remonte à il y a maintenant, je crois, 1 ou 2 ans. Et aujourd'hui, d'autres musées d'archéologie sont en train de solliciter leur adhésion au sein de la FEMS. Donc, Claire, je te cède la parole pour cette deuxième partie qui sera co-animée avec Laurent Stripoli. Merci. Merci Fabrice, bonjour à toutes et tous, enchantée. Donc, je m'appelle Claire Iselin, je suis directrice de Lugdunum Musée Théâtre Romain depuis maintenant 6 ans. Je suis absolument ravie de participer à cette réflexion puisque ça rejoint vraiment les valeurs que l'on partage. Alors, on fait le lien avec la FEMS. Moi, j'ai 3 axes en fait que je propose de développer en lien avec les valeurs portées par la FEMS. Un musée d'archéologie comme Lugdunum Musée Théâtre Romain. Pour vous le décrire, c'est un musée gallo-romain situé sur la colline de Fourvière, en lien avec un certain nombre de sites archéologiques qui ont été fouillés depuis les années 30 à Lyon et dont on a la gestion répartie sur la colline de Fourvière, le plus célèbre étant le site des théâtres antiques. Ce musée, dans le projet d'établissement, c'est-à-dire notre fameux projet scientifique et culturel, on l'a pensé comme un musée d'archéologie, certes, mais aussi un musée d'histoire et de société, avec ces valeurs qui sont portées notamment par les musées de société, de mettre l'individu, l'humain, au cœur du propos, très importante, et puis d'envisager aussi d'être vraiment dans l'accessibilité la plus complète et dans la contextualisation. Donc ce projet-là a été travaillé selon 3 axes. Déjà, le rapport du musée d'archéologie Lugdunum à son territoire. C'est un musée de site. Il était nécessaire, il y a 6 ans, de rappeler ce lien qui n'était pas nécessairement évident, puisque le site des théâtres antiques est un parc public ouvert à tous. Donc le lien ne se fait pas de manière évidente. Il y a aussi beaucoup de spectacles qui s'y déroulent. Donc le lien était un petit peu coupé entre le musée et son site, et on l'a travaillé sous différents angles. L'animation, bien sûr, puisque là, on parle vraiment de diffusion de la connaissance. Donc, on y a installé des ateliers, des visites guidées, des balades archéologiques qui permettent de faire le lien entre les collections d'un musée et le patrimoine architectural des sites. Par ailleurs, on a aussi développé des actions sur l'ensemble du territoire et de valorisation des autres sites dont on a la gestion, puisqu'on a des sites en lien avec la vie quotidienne à l'époque antique, mais aussi des nécropoles du tout début du Moyen-Âge, associées à des basiliques. Et enfin, ça va se concrétiser à l'automne prochain. C'est un projet qui se nomme Explore Lyon Antique et qui va permettre aux habitants, aux touristes, de découvrir leur passé antique à travers un mobilier pédagogique situé sur les sites, qui a été vraiment travaillé dans l'accessibilité la plus complète pour les familles, la hauteur du mobilier notamment, pour les personnes à handicap et différentes formes de handicap également. Langue des signes avec une web app associée, différentes langues aussi étrangères et la possibilité d'être dans l'immersion complète avec une maquette numérique de Lyon au IIe siècle que l'on peut aussi expérimenter en visite guidée avec un médiateur culturel avec des casques de réalité virtuelle et un petit jeu de géocaching. Donc ça, c'est vraiment le rapport au territoire, je dirais. Le deuxième axe, c'est le lien passé-présent.
est très important dans notre programmation. Je considère qu'on est un service public éducatif. Ce rôle est très important pour moi et mon équipe parce qu'on le porte un petit peu comme un complément du système scolaire, de l'école. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous les âges, mais aussi intéressant pour les adultes, puisqu'on continue à vouloir apprendre. Mais pour pouvoir bien apprendre, il faut d'abord, je pense aussi, faire le lien avec des sujets qui sont nos sujets de société actuels. Partir de ce que l'on connaît, nous, en tant que public, pour nous amener à découvrir des choses que l'on ne connaissait pas et passer de notre zone de confort un peu à une forme d'inconfort, tout en étant le plus ergonomique possible. J'y viendrai après. Donc, ça veut dire que quand on fait de la médiation culturelle avec nos médiateurs culturels, on a l'habitude de faire souvent des réflexions et des comparaisons en lien avec notre époque contemporaine pour mettre à l'aise le public. Vous voyez, à notre époque, on fait ça. Donc, ça vous rappelle quelque chose qui a pu se passer il y a 2000 ans. Et on va le faire aussi dans notre programmation culturelle avec nos sujets d'exposition temporaire qui vont traiter d'un certain nombre de sujets, par exemple la mécanique du pouvoir, par exemple le multiculturalisme dans l'Empire romain, ce genre de sujet, ou l'alimentation. On va être amené à donner un recul historique à notre visiteur qui est nécessaire en ces périodes aussi de populisme. C'est un peu militant, hein, ce que je dis, en ces périodes aussi d'information, mais aussi de désinformation, pour avoir un recul sur l'histoire, se rendre compte que les cycles humains sont assez perpétuels, qu'il y a beaucoup de comportements chez l'être humain, en fait, qui sont constants dans l'histoire, avec des contextes culturels, bien sûr, qui vont évoluer. Mais quand on traite de la mécanique du pouvoir dans l'Empire romain il y a 2000 ans, l'idée, c'est un petit peu de montrer que finalement, le pouvoir fonctionne à peu près de la même manière de nos jours, et de donner, en fait, aux citoyens que nous sommes un regard critique et une capacité d'analyse de notre actualité. Le troisième axe, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, on la travaille, je pense, un peu comme les musées de société. Pour moi, c'est des valeurs vraiment communes, de manière universelle. On vient au musée comme on est. En fait, on vient avec sa propre histoire, ses propres connaissances. C'est à nous, musée, de se mettre au service de nos publics. Pour pouvoir être à son service, il faut le connaître. On a la chance au musée Lugdunum d'avoir un observatoire des publics depuis maintenant 2 ans, avec un sociologue qui nous permet d'analyser nos publics à tout point de vue, du point de vue de l'observation, du questionnaire, de données aussi quantitatives, de préétudes en amont d'un projet pour savoir à qui on va s'adresser. Ça, c'est important. On a aussi noué des partenariats avec des chercheurs en neurosciences, puisqu'on a beaucoup progressé sur la sociologie des publics, en France, au Québec et dans d'autres pays. Les neurosciences sont intéressantes aussi à mes yeux en termes de compréhension un petit peu du système d'apprentissage un peu biologique, je dirais, de l'être humain, et se rapprocher toujours plus de ses besoins et de l'ergonomie de visite qui est souhaitée. Ça veut dire que quand on fait nos projets d'exposition, on va pousser extrêmement loin le bouchon en testant différents dispositifs multisensoriels, en se faisant une sorte de brainstorming ensuite et un regard critique pour voir ce qui a marché ou pas. C'est-à-dire qu'on va utiliser aussi des sciences issues du domaine éducatif et finalement ce que mettent actuellement en œuvre les professeurs dans les écoles lorsqu'ils souhaitent expliquer un concept qui peut être complexe à leurs élèves. Donc on va passer par le même mode de démonstration, le même mode multisensoriel, participatif. Je comprends, donc je suis capable de restituer à une autre personne. Et donc, on va passer par exemple, 4-5 grandes idées clés dans nos expositions temporaires en se disant, si le visiteur en a retenu une ou deux, ça sera parfait. Voilà. Donc, ça veut dire tester plein de choses, se remettre tout le temps en question, être dans le doute, et puis surtout s'autoriser le droit en fait, à l'erreur pour pouvoir avancer de ce point de vue-là. Voilà, je vais laisser la parole à Laurent. Bonjour, merci Claire. Effectivement, au niveau des actions et des principes de la médiation de l'archéologie, moi je vais surtout insister sur les logiques de territoire et la connaissance des partenariats, des partenaires culturels que l'on va avoir autour de nous, qu'on soit dans une très grande métropole, collectivité, comme c'était le cas quand je travaillais sur la métropole de Lyon, à la ville de Lyon, ou encore dans des musées, dans des régions plus rurales avec des offres culturelles qui sont moins fortes et moins grandes. Effectivement, pour que les gens puissent, les visiteurs
puisse s'emparer au mieux de nos sujets et de nos collections. Nous passons beaucoup de temps à travailler, à collaborer, à co-construire avec les acteurs culturels du territoire, évidemment, mais également avec les acteurs socio-culturels que sont les centres sociaux et les MJC, par exemple, et le milieu associatif, afin de croiser les regards et effectivement de se retrouver dans la compréhension de notre société à travers les connaissances du passé, puisque effectivement, pour nous aussi en archéologie, on a une mission, on va dire, diachronique, même si aujourd'hui je travaille dans un musée d'archéologie antique et que je représente aussi une association d'archéologie antique, mais en tout cas, les différents sites, on ne va pas se limiter aux bornes qui ont été définies par les historiens. Je prendrai un exemple avec lequel on a travaillé sur plusieurs années lorsque je travaillais au service archéo de la ville de Lyon avec l'Ugdunum, l'Opéra de Lyon et même les Nuits de Fourvière, puisqu'on est en plein dedans. Pendant plusieurs années, on a travaillé pour des habitants dits éloignés de la culture, mais grâce à l'utilisation, à la pratique des droits culturels, on a travaillé pendant plusieurs années d'affilée, ces 4-5 institutions culturelles, gros événements, à faire découvrir non seulement les édifices culturels, les édifices de spectacle antiques lyonnais, qui sont plus ou moins visibles. Il y a évidemment les deux, le théâtre et l'Odéon de Lyon et l'amphithéâtre des Trois Gaules, mais il y a également le cirque de l'Ugdunum qui est connu, mais pas visible. Et donc, on a pu monter un projet pour notamment des ateliers, au cours d'ateliers sociolinguistiques, puisqu'on va s'orienter vers tous les types de publics. Et nous avons pu chanter Carmen avec une chanteuse de l'opéra dans l'Odéon, tout en travaillant sur les sites archéologiques et les édifices de spectacle des différentes personnes qui travaillaient, qui venaient des différents coins du monde. Donc effectivement, la contextualisation in situ aussi permet une meilleure appréhension et puis une explication, puisque nous, dans l'archéologie, nous devons, les médiateurs, nous devons montrer le fragmentaire et l'invisible. Donc c'est la difficulté et ce qui est passionnant dans notre travail. Et donc, on va s'appuyer également sur les musées d'ethno et les musées d'histoire qui, eux, pour le coup, peuvent avoir bien souvent les formes complètes et on peut faire ainsi les liens assez facilement et tout en travaillant sur la transdisciplinarité des différentes disciplines de la culture. Merci Laurent. Tout à l'heure, Marie-Charlotte faisait allusion et nous a montré des unités écologiques avec la ferme du Buron. On est dans des démarches tout à fait équivalentes lorsque des musées archéologiques restituent des décors, font des recréations d'intérieur, de villas romaines, avec le souci du détail et le souci de l'immersion en quelque sorte. Donc il y a vraiment un papier de cigarette qui sépare ces envies dans les musées archéologiques de permettre au public de se projeter dans un univers disparu, mais c'est à peu près la même démarche dans le Buron de la Margeride. Donc, on voit bien qu'il y a dans les enjeux de restitution, qui sont donc des outils de médiation, quelque chose qui est effectivement très, très commun aux deux musées, à ces deux milieux. Dans mon introduction, j'avais aussi envisagé d'évoquer l'exemple, parce qu'il est presque emblématique de la question, l'exemple du musée en Arlatin, qui est à la fois un temple tout à fait vénéré dans le domaine des musées de société, mais c'est aussi un site archéologique, puisque le musée de Frédéric Mistral est lui-même bâti sur les vestiges du Forum romain. Et donc, visuellement, quand on rentre dans ce musée, et je pense que dans l'esprit de Frédéric Mistral, le culte de l'Antiquité, la culture de l'Antiquité et l'utilisation ou l'exploitation de la figure féminine de la Vénus d'Arles, qui fait un lien direct avec l'Arlésienne, est aussi une réflexion intéressante et qui connecte ces deux mondes. Alors, on arrive maintenant dans une troisième et dernière partie avant de céder la parole à Julie Corteville. Cette troisième partie, elle peut être, enfin, je pense qu'on est un certain nombre d'intervenants là à pouvoir l'alimenter, mais l'idée était
peut-être de s'intéresser à la dimension de recherche qui anime tout particulièrement les musées archéologiques, qui sont très impliqués dans des partenariats avec le monde universitaire, qui sont très liés à des programmes collectifs de recherche. Et je pense qu'il y a peut-être dans la pratique de la recherche intégrée totalement au projet scientifique et culturel des musées archéologiques, peut-être de l'inspiration aussi à voir, où il me semble que les musées de société n'ont peut-être pas la même dynamique de recherche, ou en tout cas de lien formalisé avec le monde de l'université, le monde de la recherche. Et voilà, donc je ne sais pas, peut-être que Laurent, on avait imaginé que tu puisses peut-être ouvrir cette séquence, cette troisième séquence, mais elle est évidemment ouverte à tous les intervenants. Alors, il se trouve qu'effectivement, nous, au musée départemental argentique, notre slogan, c'est de la fouille au musée, puisque nous avons une équipe de 4 archéologues, de 5 archéologues aujourd'hui, 3 terrestres et 2 subaquatiques. On a également un service restauration et un service conservation. Et tous ces services, il n'y a pas tant que ça de musées qui a un service archéo, notamment, ou des ateliers de restauration, à l'occurrence Mosaïque. Je fais également un clin d'œil à nos collègues de Saint-Romain-en-Galles. Tous ces agents territoriaux sont aussi des chercheurs et sont tous inscrits dans différents laboratoires, et que parmi leurs missions, et notamment je pense aux archéologues, la gageure va être de poursuivre des fouilles, en l'occurrence, en tout cas des recherches dites programmées. Là, on est plus sur de la cartographie en ce moment en ce qui nous concerne, ou de la publication de recherche, puisque comme l'ont dit nos 2 collègues en première partie, la problématique d'exhumer et de conserver des collections ne fonctionne plus aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes dans les musées. Bon, après, moi, je fais partie des archéologues qui pensent que est-ce qu'on ne devrait pas se contenter de l'archéologie préventive pour pouvoir voilà, et se contenter d'étudier ce qui existe. En tout cas, ça nous permet, toutes ces recherches et ces observations, d'avoir une actualité vivante, et dans le cas de nos musées, de pouvoir les transmettre, soit par des expos dossiers, si on a les moyens, mais surtout grâce aux médiations qui vont être faites par des professionnels formés et spécialisés, soit sur des types de médiation, soit sur des types de publics, et qui arriveront à faire les liens entre les choses qui ne sont pas forcément encore visibles dans les collections et les objets de nos collections. Et Marielle faisait le lien entre, ou peut-être Marion, je ne sais plus, mais entre l'enquête-collecte et la pratique de fouilles. Il est vrai que dans le domaine et dans le paysage des musées archéologiques, il y a quand même un certain nombre de musées, à Arles, mais aussi c'est le cas pour Marseille. Les musées ont leur propre service archéologique. Et il me semble que dans les musées de société, à l'exception peut-être du MUSEM, évidemment, avec son MUSEM Lab, qui a intégré dans ses effectifs une équipe de chercheurs qui mènent des enquêtes-collectes au long cours, ce ne sont pas tous les musées de société qui ont ce luxe, en quelque sorte, d'avoir des ethnologues à bord, et qui permettent toute l'année et à temps plein d'alimenter les collections, d'alimenter la recherche. Et il y a sans doute là un véritable intérêt pour les musées de société à aller voir un peu cette relation au sein d'une même institution entre la recherche et la logique de diffusion, parce qu'elle est parfaitement intégrée. Donc là-dessus, peut-être Marie-Charlotte, ou enfin, je ne sais pas qui souhaiterait peut-être poursuivre. Peut-être si je peux me permettre une petite réflexion, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est ressorti aussi beaucoup, notamment aux dernières rencontres régionales de la FEMS en Occitanie, où effectivement, voilà, on voyait très bien les différentes possibilités d'acquisition, de collection, de dynamisme au sein des musées de la région Occitanie, donc des musées de société, entre ceux qui, mais très rares, ont un ethnologue intégré dans leur équipe,
Et que faire quand on n'a pas d'ethnologue? C'est surtout ça, parce qu'à part envier les collègues qui intègrent un ethnologue dans leurs équipes, voilà, la question tournait beaucoup autour de que faire quand on n'a pas d'ethnologue, voilà, et se pose notamment la question pour certaines institutions. Et c'est vrai que nous, au musée Agatois, Jules Baudou aussi, la problématique va se poser bientôt et on regarde ces solutions avec intérêt, de savoir comment arriver à avoir cette compétence vraiment d'enquête-collecte dans l'équipe. Donc certains musées, je le disais, font appel par exemple à des prestataires aussi, des prestations sur des parfois programmes pluriannuels de recherche. Et bien sûr, il y a encore quelques ethnopoles en France aussi, hein, mais c'est vrai que nous, on a tenté de se rapprocher du CIRDOC à Béziers, de l'ethnopole de Pau dans la région Occitanie. C'est assez... on n'est pas forcément toujours sur les mêmes temporalités, ils ont aussi leurs enjeux qui sont propres dans un contexte de restrictions budgétaires et de restrictions voilà, de personnel aussi. C'est difficile de les faire venir sur des problématiques qui nous sont propres à nos musées dans des temporalités assez resserrées de PSC ou d'exposition temporaire. Et donc, c'est vrai que par rapport à l'archéologie, il y a une nette différence. C'est vrai qu'en archéologie, on a l'habitude d'avoir quand même une certaine réactivité, en effet, entre le milieu finalement de la recherche, hein, les laboratoires, les UMR du territoire, les enseignants-chercheurs. Donc nous, au musée de l'Éphèbe, en effet, nos deux précédentes expositions sont clairement le reflet de fouilles et de recherches récentes. Pour la dernière, Rivage, 20 000 ans d'évolution des paysages littoraux, on a travaillé avec les deux principales UMR de la région, Toulouse-Trace et archéologie et société méditerranéenne à Montpellier. Et c'est vraiment des chercheurs en fait qui sont actifs sur le territoire et qui du coup, avec qui on a un contact assez spontané. Ils sont présents une partie de l'année pour leur campagne de fouilles. Ils viennent pour des conférences régulièrement d'actualité au musée. Il y a une certaine porosité. Donc finalement, il y a une certaine agilité aussi à créer les partenariats, à faire naître les projets de collaboration et à les intégrer après sur des projets à plus long terme, comme soit des expos temporaires, soit également des comités scientifiques dans le cadre notamment là, de la mise en place à travers notre PSC qui va tout juste être validé là pour le musée de l'Éphèbe au mois de juillet. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer aussi? Marie-Charlotte, tu souhaitais peut-être Oui, peut-être simplement pour partager en effet un constat plus général hein, sur la discipline de l'ethnographie et de l'anthropologie, où vraiment il y avait ce musée laboratoire, une équipe qui était pluridisciplinaire et qui l'a formé et qui était vraiment le bastion d'une discipline qui l'animait. Et puis, cette discipline, finalement, a pris aussi la voie d'un milieu plus universitaire, a mis de la distance dans sa méthode avec l'objet même. Donc, au MUSEM, ce que l'on constate encore aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus du tout finalement une démarche exclusive en termes d'approche de terrain, mais on a maintenu cette idée de pluridisciplinarité en s'accordant essentiellement sur ce que veut dire une enquête collecte, enfin, penser véritablement ces outils et en fonction de nos terrains, réfléchir par l'apport de regards qui seraient du coup des regards choisis en interne ou en externe. Et c'est pas uniquement du coup des ethnologues, des anthropologues, ça peut être aussi des géographes, ça peut être aussi des sociologues, ça peut être aussi des historiens. En fait, je crois que vraiment la force de l'approche, elle est plutôt dans la définition de ce que veut dire effectivement aujourd'hui par un musée une enquête collecte. Et pour information, avec ma collègue Aude Fanlot, qui est responsable du département de la recherche, en fait, on a conduit à 2 reprises une formation au MUSEM avec l'INP sur ces questions et qui, en fait, s'adressait pas du tout exclusivement aux ethnologues, mais il y avait justement des musées de beaux-arts, des musées d'archéo. Et je crois qu'en fait, c'est aussi, encore une fois, une évolution du rapport de la discipline au musée et une discipline qui a pris beaucoup de distance avec l'objet, qui fait que quand on fait des appels, quand on ouvre des chantiers, c'est pas exclusivement auprès d'anthropologues qu'on se tourne.
Et il y a peut-être un élément intéressant aussi à partager. On a travaillé en fait à une exposition qui était autour d'une figure d'un artiste enquêteur dans le cadre des chantiers intellectuels conduits par le Musée des Arts et Traditions Populaires qui s'appelait René Perrault, un inconnu qui a ensuite fait de la tapisserie. C'est un projet d'expo qu'on a fait avec la Cité internationale de la tapisserie. Mais si je le cite, c'est que c'était en fait intéressant de regarder comment aussi l'artiste partageait des terrains et regarder comme on pouvait regarder au même moment justement un ethnologue, un photographe. Et en fait, je pense que cette question du regard sur le terrain est aujourd'hui assez essentielle et peut d'autant plus se partager dans les enjeux de restitution. Et on se rend compte que la nécessité à un moment de faire appel à des artistes, c'est aussi lié même à la discipline ethnographique où finalement l'approche de la photo, de l'audiovisuel, c'est beaucoup plus répandu que celle du dessin, mais on voit bien dans les sources l'intérêt en fait d'avoir aussi une diversité en fait de transmission du terrain dans l'ensemble de ce qui peut être produit. Et ça me semble être aussi des éléments de réflexion sur lesquels voilà, on travaille beaucoup et on se rend compte qu'on a parfois même tendance à plus vouloir travailler avec des artistes aussi dans ces enjeux de restitution. Ce qui pose question. Ouais, moi, je me permets juste de rebondir sur ce que disait Marie-Charlotte, parce que en études d'archéologie, on nous apprend souvent traditionnellement que l'archéologie est une discipline pluridisciplinaire. Et le véritable intérêt qu'il y a en ces rencontres de la FEM, c'est de la vision peut-être patrimoniale, c'est d'intégrer davantage peut-être, et ça avait été évoqué lors des dernières journées de la FEM, cet intérêt de la transdisciplinarité également, d'essayer de sortir de nos spécialités propres. L'archéologie reste l'archéologie, enfin de pouvoir échanger, créer des dialogues entre les différents secteurs patrimoniaux. Et Fabrice, tu le disais tout à l'heure qu'il y avait pour cette journée des tas de personnes qui venaient d'horizons très variés, et ça révèle vraiment l'intérêt de travailler tous voilà, de manière en vase communicant davantage. Merci. Je pense qu'en termes de délai, on est tout à fait conforme à nos perspectives. Si les intervenants ne souhaitent plus s'exprimer, peut-être nous pouvons aller vers un peu une forme de synthèse et de perspective. Et à ce moment-là, Julie, je te cède bien volontiers la parole pour une petite quinzaine de minutes. Avant ça, peut-être, pardon Fabrice, je vois juste que Céline Chanas, pardon, je n'avais pas vu. De la FEMS, a levé la main. Je n'avais pas vu, pardon Céline, et bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question, mais alors, sauf si on ouvre les questions après. Après, oui. Ok. Après l'intervention de Julie. Oui, donc à l'ensemble des intervenants, notez bien vos questions et on les prendra à partir de 9h10, 9h15. 10h10, 10h15, pardon. Oui, bonjour. Déjà, je souhaite remercier évidemment la FEMS, Fabrice Denise et tous les intervenants. Je constate avec beaucoup d'intérêt que la FEMS continue d'être un éveilleur de questions sur les musées et continue son travail de repérage et d'introspection, d'évolution de nos musées. Le sujet me semble vraiment complètement d'actualité et complètement pertinent. Les PSC qu'on reçoit aujourd'hui au SMF provenant des musées d'archéologie sont vraiment de plus en plus effectivement des PSC de musées de société. Donc ça, c'est une donnée, c'est un constat, c'est sans doute une tendance qui va s'accélérer et se confirmer. Alors, ce lien entre les musées de société et les musées d'archéologie, je reviens sur les propos de Marie-Charlotte Calafard, ils sont évidemment complètement liés à la recherche et à la méthodologie de la recherche. C'est vrai que les enquêtes de terrain de Georges-Henri Rivière empruntaient beaucoup, et elle l'a très bien montré, à la méthodologie des archéologues.
Et pour les petites anecdotes, je rappelle qu'au musée de Cusal, l'introduction de l'écomusée de Cusal, c'était une 2 chevaux enterrée. Quand les visiteurs arrivaient au musée, ils tombaient sur un chantier de fouilles avec une 2 chevaux. De la même façon, à l'écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines, où là, on travaillait sur les modes de vie contemporains, puisque c'est un musée sur les villes nouvelles et le XXe siècle, parce que le public avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi on retrouvait au musée, dans les vitrines, des objets qui étaient encore dans leur cuisine ou dans leur maison, qui n'avaient pas cette distance qui permettait de légitimer la collection de musées. On avait également fait une exposition qui s'appelait « Vous avez de beaux restes », et dans laquelle on avait un appartement des années 70 présenté sous forme de chantier de fouilles, et on avait fait tous les cartels des objets on avait rédigé les cartels des objets avec des archéologues. Donc le coton-tige devenait le racloir auriculaire, et cette démarche avait permis d'instaurer cette distance nécessaire pour que le contemporain devienne un objet d'intérêt et un objet légitime au musée. Donc tout ça pour dire que effectivement, au-delà des méthodes de recherche où on trouve beaucoup de parallèles, les écomusées et les musées de société ont aussi beaucoup travaillé sur cette question de l'archéologie, dans ce regard un peu diachronique sur notre société. Et comme le disaient nos collègues, on est sur des cycles humains perpétuels. Et c'est, que ce soit pour les rituels funéraires, que ce soit pour le pouvoir, l'alimentation, les rapports hommes-femmes, le multiculturalisme, c'est vrai que cette distance, ce regard distancié de l'archéologie, mais qui fait écho à nos questions de société, ce lien passé-présent, comme le soulignait Claire Hiselin, est extrêmement important. Et cette mission diachronique, elle est sans doute le ciment entre les musées de société et les musées d'archéologie. Alors, moi, j'ai relevé, parce que par rapport à cette ce premier échange, on pourrait tout à fait, effectivement, comme on en avait parlé avec Fabrice Denise, travailler au niveau du ministère de la Culture et du service des musées de France pour peut-être réaliser une demi-journée ou une journée d'échange de plus grande ampleur au niveau national sur cette question qui, on l'a vu ce matin, est tout à fait pertinente. Et donc j'ai relevé au fur et à mesure des échanges quelques questions qui pourraient structurer éventuellement une journée à venir, une journée d'échange à venir. Vous avez parlé beaucoup des collections. C'est vrai qu'on a en commun ces collections pléthoriques en ethnologie comme en archéologie. Que n'ai-je pas entendu ces collections pléthoriques d'armoires normandes, de fer à repasser ou d'outils agricoles. Hein. C'est un reproche qu'on fait régulièrement à ces musées. Et je sens aussi aujourd'hui dans la nécessité de construction de réserves un peu partout en France, hein, dans les musées, la question du poids de ces collections archéologiques qui sont en volume très importante, et avec effectivement parfois cette question, mais à quoi peut bien servir tous ces objets. Donc peut-être que si on redéploie la réflexion de ce matin sur une journée plus importante, on pourrait quand même revenir, parce que je crois que pour convaincre les élus, les partenaires, les tutelles de l'importance de cette discipline, il faudrait effectivement se pencher sur les valeurs de ces collections, leur volume,
les critères de tri scientifique qui ont été évoqués ce matin, qui sont importants sans doute à rappeler, montrer qu'il y a des critères qui s'appuient sur des données scientifiques. J'ai retenu cette question de Marielle Guinguenaud qui dit qu'est-ce qu'est une patrimonialisation raisonnée de l'archéologie. Je pense que c'est une question essentielle qu'on pourrait reprendre et développer. Dans les points communs, évidemment, on a l'importance du contexte de prélèvement. Et l'importance du contexte de prélèvement, elle nous renvoie directement au lien avec le territoire. Et le lien avec le territoire, c'est au-delà de la méthodologie de recherche, sans doute un des points aussi très importants entre l'archéologie et les musées de société. On a parlé par rapport à tous ces objets de valeur d'usage et de valeur symbolique. Là aussi, je pense qu'il y a sans doute une question sur laquelle on pourrait revenir et peut-être sur un format plus grand. On pourrait, sur des exemples très concrets, revenir sur cette mise en tension entre valeur d'usage et valeur symbolique pour les collections d'archéologie comme pour les collections de musées de société. Et enfin, la question de la valorisation qui est aujourd'hui très importante. La question de la valorisation, c'est la question de la compréhension, du donner à voir. C'est la question du partage aussi, de la transmission. On a vu que dans toutes ces collections sérielles, il y a aussi cette notion de série dans l'archéologie comme dans les musées de société. Quelle forme de transmission? On a aussi beaucoup dit que les vitrines de musées d'archéologie, comme les vitrines d'outils, étaient parfois pléthoriques, pas toujours comprises par les publics. Et là, on voit que la transdisciplinarité dont vous avez beaucoup tous parlé ce matin est sans doute une clé de lecture essentielle pour cette transmission au public. On a vu aussi autour de ces collections un questionnement fort entre esthétique et didactisme. Donc là aussi, je pense qu'il y a sans doute ces notions à creuser par rapport à la restitution, à la transmission et au partage avec les publics. On a parlé, je crois que c'est Laurence Tripoli qui a dit qu'il s'agissait de montrer le fragmentaire et l'invisible. Donc ces questions de muséographie, de donner à voir ces collections un peu difficiles, qui sont difficiles à comprendre et à s'approprier sans clé de lecture, pourrait également faire partie d'une réflexion commune et transdisciplinaire. Voilà, donc beaucoup de grains à moudre, sans doute le rappel historique sur la discipline et ses méthodologies est toujours très important à poser, comme l'a très bien fait notre collègue du MUSEM. Mais je retiendrai donc, si on devait retravailler ensemble pour une extension de cette journée, cette question du rapport au territoire, du rapport à la patrimonialisation raisonnée, et puis cette question de transmission, de valorisation auprès des publics, sur sans doute une nouvelle pédagogie à trouver autour, et c'est revenu aussi à plusieurs reprises ce matin, et c'est ce qui me semble essentiel dans cet échange, c'est ce rapport diachronique aux questions de société, et en quoi l'archéologie, à travers ce cycle perpétuel de l'humain, de ses rituels notamment, en quoi interroger ce cycle perpétuel nous permet de construire un regard critique sur notre société contemporaine. Et ça me semble vraiment sans doute le socle de la réflexion à venir
entre nos musées et entre ces disciplines. Voilà en gros ce que je tire de cette matinée, avec vraiment ces lignes de force qui me semblent appeler effectivement des développements, et puis peut-être aussi des développements théoriques, mais aussi à être incarnés avec différents témoignages et de musées de société et de musées archéologiques. Très grand merci, Julie, pour cette synthèse très éclairante et puis pour toutes ces perspectives. Effectivement, je pense qu'on est là, déjà les intervenants tout à fait convaincus de cela et bien entendu un peu frustrés de n'avoir pu consacrer qu'une heure à nos réflexions. Mais c'était un peu l'idée aussi de nous mettre en appétit et de construire, de co-construire une journée beaucoup plus riche en exemples, donnant la parole à une pluralité d'acteurs, de disciplines différentes, des chercheurs, des artistes, des ethnologues, des archéologues. Enfin, on aura un problème de riche même à construire cette journée parce que, évidemment. Mais c'est tout à fait l'esprit et je pense que la FEM, c'est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, en termes de temps, nous sommes tout à fait conformes à nos attentes, donc c'est très bien et merci vraiment d'avoir respecté les délais. On peut donc rentrer dans la partie des questions. Alors Céline, tu étais donc la première, Céline Chanas, donc, qui dirige le musée de Bretagne à Rennes au sein des Champs Libres. Tu étais la première à avoir levé la main. Donc je vous propose pour l'ensemble des participants à cette visio de faire de la même façon, c'est-à-dire vous cliquez sur lever la main et puis François et moi-même, on sera attentifs à voir qui lève la main et nous les donnerons alternativement. Merci. Donc Céline. Oui, moi j'avais une question qui pouvait s'adresser alors plus particulièrement aux collègues qui gèrent des collections archéologiques tous les jours, notamment sur les relations partenariales et le lien entre les conseillers musées qui sont nos interlocuteurs directs pour nos projets scientifiques et culturels et les services régionaux de l'archéologie. Voilà, pour travailler en confiance à la fois sur le sens du projet et notamment si le sens du projet évolue, et puis également toutes les questions relatives aux collections, puisque c'est bien sûr les SRA qui vont être nos interlocuteurs de premier niveau si nous sollicitons des dépôts ou si les questions aussi d'acquisition en pleine propriété, par exemple dans le cadre de découvertes dans le cadre de l'archéologie préventive. Donc, je voulais savoir à votre niveau si, voilà, comment vous gériez ces relations, si elles étaient bonnes, si les SRA étaient ouverts à cette vision, du coup, de l'archéologie au service d'un musée de société, et notamment si cette notion de transversalité, de lien avec la création, voilà, était présente. Ça m'intéressait de savoir comment ça se passait dans d'autres régions. Moi, je veux bien éventuellement intervenir. C'est vrai que le lien, il est complexe entre SRA, musée, conseiller musée, et les visions sont différentes, les codes aussi sont différents dans la manière de pratiquer cette mode à la fois d'acquisition, mais aussi notre devoir aussi de diffusion de la connaissance dans des délais, on va dire, qui sont acceptables aussi pour nos publics. Je vais prendre un exemple concret. Actuellement, à Lugdunum, on a arrêté notre politique d'acquisition parce qu'on a tout simplement besoin de faire un chantier des collections qui n'a jamais été fait, de remplir bien nos inventaires. Et on s'est dit qu'avant même d'acquérir de nouvelles collections, il fallait déjà qu'on sache ce qu'on avait dans nos murs. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que pour cela, on s'est posé la question de savoir comment travailler avec le SRA. La première fois, c'était un petit peu complexe parce que moi, j'étais venue en disant, bon, bah voilà, on va peut-être réfléchir à une nouvelle répartition de nos collections sur le territoire, sachant qu'il n'y a pas de CCE. Il faudra peut-être qu'on réfléchisse à ce moment-là ou des moments à échanger aussi des choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être dans nos collections, qui doivent peut-être aller au SRA. Quand on aborde cette question-là, ça peut être un peu complexe pour le SRA d'entrevoir cette proposition, puisque lui-même va être aussi en difficulté financière de projet pour pouvoir répondre. Donc, on s'est dit que dans un second temps, on ferait d'abord un chantier des collections et qu'on s'entourait aussi d'un comité scientifique qui
permettra aussi de donner un petit peu de consistance aux souhaits d'acquisition ou non dans notre politique de diffusion, d'exposition, et puis bien sûr d'accueil des chercheurs dans nos réserves, dans le musée. Donc ça, c'est un petit peu la typologie qu'on a mis en place. Je vais donner juste un petit exemple, par contre, de réactivité qui est très intéressante, qu'on a travaillé avec le SRA, lorsqu'on a fait des expositions, qui a amené à montrer des découvertes qui s'étaient faites très récemment par rapport aux thèmes traités. On avait traité, par exemple, de la bataille de Lyon. C'est une bataille qui s'est déroulée en 197 à Lyon, qui a été assez importante avec l'empereur Septime Sévère. Et au même moment, il y avait une fouille programmée à proximité du musée qui avait mis à jour des objets vraiment en lien avec cette bataille. Et la fouille, elle avait eu lieu l'année précédente. On se disait que ça serait dommage de ne pas exposer au public ces objets, même si on n'en faisait pas nécessairement l'acquisition immédiatement. Et avec le SRA, on a travaillé une politique qui consistait à les sortir de sol, à les stabiliser et à les montrer au public avant qu'ils reviennent ensuite au SRA et qu'on réfléchisse dans un second temps à la politique d'acquisition qu'on allait mettre en place. Parce que c'est vrai que par moment, ça peut être un petit peu long d'attendre effectivement les étapes nécessaires, bien sûr celle de l'étude, le rapport de fouille qui avait été faite, je précise, on a exposé des objets qui avaient été bien documentés, et puis ensuite de la problématique de l'acquisition qui peut être parfois très longue. On se retrouve avec des musées qui parfois rouvrent après une rénovation au public avec des vitrines encore vides parce que l'acte d'acquisition n'a pas encore été finalisé. Si je peux juste me permettre peut-être de rebondir et de compléter, voilà, surtout du fait que j'ai eu l'occasion de gérer des collections archéologiques en SRA et dans 2 SRA différents. Voilà, c'est vrai que la réactivité est beaucoup plus simple sur des projets d'exposition temporaire, comme vient d'en faire état Claire. Et c'est vrai qu'on peine encore énormément quand même à instaurer, je dirais, une fluidité, finalement, une porosité sur la question des transferts de propriété, des politiques d'acquisition de musées, sans parler évidemment de la reprise du passif. Donc il y a beaucoup de sujets en fait très différents quand on parle des collections archéologiques en SRA, outre cette question des prêts pour exposition. Voilà, et donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, en plus, au niveau de la sous-direction de l'archéologie du service des musées de France et donc dans les DRAC entre les conseillers musées et les SRA, les positionnements n'étaient pas toujours les mêmes quant à cette question de l'attitude à adopter par rapport au passif des collections, par rapport à la question des statuts de propriété notamment, qui, tant qu'elle n'est pas résolue, bloque finalement toute possibilité aussi de transfert et d'intégration dans les collections musées de France de ces objets archéologiques. Néanmoins, récemment, une nouvelle circulaire sur la gestion des biens archéologiques mobiliers a été publiée par le ministère et permet de remettre justement les SRA un petit peu au cœur de cette réflexion et en lien direct avec les musées. Donc c'est vrai que voilà, les SRA ont été identifiés mieux comme interlocuteur important principal. Néanmoins, voilà, on achoppe aussi dans les DRAC comme partout sur des questions de personnel. Donc l'ensemble des DRAC développe de plus en plus les postes de conservateurs chargés des collections, des biens archéologiques. Donc c'est vraiment souvent cet interlocuteur-là qu'il faut privilégier. Voilà, qui est une personne qui est rompue à toutes ces questions réglementaires de statut, qui a tout ou partie de son temps vraiment dédié à la gestion des collections et qui peut-être plus que le chargé de territoire qui va être très en prise et très impacté par l'activité de terrain, l'archéologie préventive, etc., peut être aussi l'interlocuteur des musées sur ces questions de transfert qui néanmoins, des exemples que j'ai vus aussi bien dans les Hauts-de-France qu'en Occitanie et aussi bien en étant en DRAC qu'en musée, est très très longue à mettre en place puisque nous, on est en discussion au musée de l'EFEB et avec le DRASM et avec la DRAC sur des questions de transfert de propriété pour pouvoir enfin avoir des collections en propre et nous mettre en conformité avec notre statut de musée de France. Et voilà, c'est des procédures qui ont été encore peu formalisées en France, finalement. Et tout le monde tâtonne encore un petit peu. Mais je dirais que là, voilà, nous, en tout cas en Occitanie, notre conseillère pour les musées est là aussi pour aiguillonner un petit peu le SRA, relancer le SRA et en tout cas rappeler l'importance quand même
pour nos musées de pouvoir avoir cette politique d'acquisition qui est une attente forte du ministère et de nos statuts de musée de France. Voilà, remettre un petit peu aussi les SRA face à ces responsabilités, encore une fois, qui ont été un petit peu clarifiées avec cette nouvelle circulaire. Effectivement, et je vais donner maintenant la parole à Marion Dessin qui dirige le musée archéologique de l'Oise, et puis ensuite à Manon Six du musée de Bretagne. Peut-être il y a un outil qui pourrait être utilisé, par exemple, ou dont les musées de société pourraient s'inspirer dans ce que tu disais, Marion, en lien avec cette circulaire, c'est les protocoles de tri et d'élimination, en fait, des collections archéologiques volumineuses. Et on a là des outils qui peuvent peut-être aider des musées de société qui sont confrontés à des problèmes de massification de collections, peut-être pour s'aventurer, mais en étant un peu cadré pour le faire, dans des perspectives d'élimination des collections. Alors c'est un terme qui est abominable dans les musées, et pour autant, c'est peut-être aujourd'hui des chantiers nécessaires. Donc peut-être Marion Dessin, si vous voulez bien poser votre question. Oui, bonjour. Donc Marion Dessin, musée archéologique de l'Oise, et on a aussi un service archéologique au sein du musée. Moi, je voulais rebondir un peu sur la dernière thématique de la recherche au sein des musées archéologiques. Donc, pour dire qu'en effet, on est en recherche pluridisciplinaire, mais moi, ma question, c'était comment on fait pour ouvrir cette recherche à la population et voire réouvrir cette recherche à la population, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de musées de sites archéologiques qui ont commencé grâce à un tissu associatif qui était très fort. Et les premières fouilles ont été faites par des bénévoles, par la population locale, qui, je pense, s'est peut-être sentie dépossédée un peu de ces thématiques-là au moment de la professionnalisation de l'archéologie. Et moi, aujourd'hui, ma problématique, c'est celle de pouvoir faire réinvestir ce champ de la recherche à la population, parce que je pense qu'aujourd'hui, la population veut voir tout le processus, en fait. Pas seulement la médiation, le résultat final, l'exposition, etc. Ils sont aussi intéressés par comment on fait pour trier le mobilier, pour l'étudier, etc. Donc c'était plus peut-être une question autour de l'association de la population à cette recherche-là, et un retour d'expérience auprès des collègues pour savoir comment eux interagissent avec ce tissu associatif pour lui faire retrouver sa place au sein du musée et de la recherche archéologique. C'est une question immense, hein, Marion, que vous posez. Je crains qu'il nous reste seulement 8 minutes pour terminer avec peut-être une ou deux autres questions. Il me semble, enfin je ne veux pas monopoliser la parole, mais je crois qu'il y a de très très nombreuses initiatives qui sont portées par tous les musées archéologiques qui font le maximum pour que les publics puissent accéder aux coulisses des musées, puissent comprendre la chaîne de l'archéologie. Nous sortons des journées de l'archéologie qui étaient organisées le week-end dernier et qui, je pense, ont montré partout dans le territoire la dynamique exceptionnelle des musées archéologiques qui n'hésitent pas à faire visiter des réserves, qui n'hésitent pas à faire visiter des chantiers de fouilles, qui n'hésitent pas à faire toucher des objets. Donc, il me semble que si on je veux bien qu'un collègue ou deux prenne la parole, mais ça serait typiquement un élément de table ronde si Julie Corteville organise cette journée. Votre question, elle pourrait tout à fait donner lieu à une table ronde et à des débats nourris, inspirants aussi, du coup, les musées de société sur la manière dont les musées archéologiques rendent le process scientifique visible et accessible. Je ne sais pas du coup si... Peut-être avant de laisser la parole à Manon, je crois que Laurent va peut-être quelques éléments. Moi, je veux bien juste dire rapidement. Fabrice, tu as tout à fait raison. Tous les services de médiation des différents musées et sites font de plus en plus de découvertes des techniques et des métiers de l'archéologie. Après, pour répondre à votre question sur la participation à la recherche ou la recherche participative des habitants ou des associations, ça c'est effectivement une vraie question, mais qui, sur les quelques exemples que je connais qui ont été faits, pas forcément en archéologie, mais dans d'autres disciplines, nécessitent pas mal de moyens, notamment numériques, si jamais on peut avoir des sites Internet qui sont complétés par les gens. Et après, il y a les questions d'accueil de bénévoles dans nos structures, et ça, c'est encore une autre question. Mais on y réfléchit.
Merci, merci Laurent. Mais en effet, hein, on a touché du doigt à Marseille cette question pendant l'exposition sur les trésors coupables et les pratiques du pillage et l'activité des détectoristes. C'est un petit peu le leitmotiv des détectoristes que de revendiquer leur place en tant qu'amateurs dans la chaîne opératoire de l'archéologie, avec toutes les dérives que ça implique. Mais enfin, on voit bien toute l'attention qu'il y a derrière ce sujet et votre question, qui est une grande question. Mais peut-être qu'on peut prendre la question de Manon Six aussi. Pardon, Marielle, tu voulais t'exprimer aussi sur la question ou... De l'association, mais ouais, alors moi je suis un peu... je suis pas musée d'archéo, mais alors nous on travaille le musée, le fondement du musée du Compas est aussi lié énormément à notre association des amis du Compas qui sont très très actifs, nous, pour nous accompagner sur tout ce qui est restauration du machinisme agricole. On va pas rentrer sur le sujet de la restauration du machinisme agricole maintenant, c'est une autre journée d'études. Mais en tout cas, ils sont vraiment quotidiennement associés à nous et en ce sens, c'est une véritable aide sur laquelle on peut s'appuyer vraiment au quotidien et qui sont là depuis la création du musée. Donc même sur chaque moment, ils nous accompagnent vraiment de manière très étroite. Et donc, je suppose qu'il y a dans les musées d'archéologie, il y a des associations des amis qui doivent exister aussi. Donc voilà, en tout cas, nous, c'est des soutiens précieux. J'arrête. Merci, je complète Marielle. ce que dit Marielle, puisque l'association d'amis, elle lave aussi souvent, par exemple, le petit matériel de fouille. Ça peut être effectivement une aide bénévole très précieuse dans cette fameuse chaîne dont parlait Marion tout à l'heure. Voilà, on arrête là parce que c'est un gros sujet. Du coup, peut-être une dernière question, parce qu'il est 10h27 et on s'est engagé à boucler le débat à 10h30. Donc Manon Six pour le musée de Bretagne. Oui, alors ce sera aussi une question pour une table ronde, je pense, parce qu'elle sera vaste aussi. Mais c'est bien, ça lance des pistes. Moi, je voulais plutôt rebondir sur la question de transdisciplinarité évoquée par Julie tout à l'heure, et notamment les questions de valorisation. Euh, Nous, on voit bien au musée de Bretagne que dans les dernières expositions temporaires que nous avons lancées, ça s'adresse bien sûr plutôt aux musées de société ayant des collections mixtes, hein, cette question. On dérive plutôt vers des sujets intégrant l'archéologie au sein de sujets de société plus vastes et pas forcément des sujets d'exposition archéologique intrinsèques et très cernés. La question, c'est de savoir aussi si c'est une tendance aussi pour certains musées aussi en ce moment. Et par ailleurs, autant nous arrivons à faire ces passerelles dans des sujets d'exposition temporaire de manière assez aisée, autant sur nos parcours permanents, souvent les présentations restent encore très segmentées entre collections archéologiques et autres types de collections. Est-ce que les parcours permanents qui sont en train d'être refondus par-ci, par-là en ce moment commencent à essayer d'envisager peut-être les choses autrement? Alors c'est très vaste et on n'y répondra pas dans les 2 minutes. Il y a Laurence Tripoli qui voulait réagir. C'est un exemple. En fait, il se trouve que dans nos adhérents ramontiques, dans les rameurs, il y a le musée de Gergovie qui a ouvert il y a quelques années, 3-4 ans si je me souviens bien. Et dans leur parcours, ils ont une œuvre d'art contemporain, contemplative, mais qui également explique la constitution géomorphologique du site. Je vous conseille d'aller voir ce musée et de contempler cette œuvre qui est à la fois didactique et esthétique, pour reprendre ce qui a été dit par Madame Courteville. Pauline, merci Laurent. Pauline Roland, pardon. Oui, bonjour, Pauline Roland du musée de Gergovie, justement. Je me permets de réagir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, on a cette œuvre dans le parcours qui ambitionne de créer des passerelles entre donc l'archéologie et l'art contemporain. Ça a été une tentative de faire entrer l'art contemporain au musée et en l'occurrence, on rencontre un petit peu des problèmes parce que le public n'arrive pas forcément à comprendre très bien. Alors peut-être que vous, avertis, vous avez pu l'apprécier, mais le public n'arrive pas forcément à comprendre exactement ce qu'il y a derrière cette œuvre et la passerelle que l'on souhaite tisser. Donc, ce n'est pas encore quelque chose d'acquis, c'est encore des balbutiements et il faut qu'on travaille à mieux intégrer ces tentatives dans le parcours. Merci. Et puis, Claire, pour une dernière intervention, j'en suis désolé, mais il est 10h30.
Peut-être oui, pour répondre aussi à Manon, je pense que la question, c'est de traiter non pas... on traite en fait d'abord d'un sujet plutôt que d'être un musée d'archéologie. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et je vais prendre 2 exemples très concrets. On avait fait une exposition sur le spectacle. Et par exemple, dans la même vitrine, on avait mis, pour parler du mécénat, des mécènes des établissements de spectacle, un maillot de l'OL, l'équipe de l'Olympique Lyonnais, avec un sponsor, et en même temps une stèle, une inscription qui mentionnait le mécénat pour un théâtre, ou un amphithéâtre, je crois. Donc, en fait, pour expliquer au public le lien entre les deux et le fait que finalement, on reste sur des modèles ou des interrogations en fait, qui peuvent être assez proches avec des différences. Et c'est fascinant parce que le public adore dans le sens où il va retrouver des repères qui, lui, il comprend. Donc, toutes les personnes étaient attirées par cette vitrine. Ou alors, parler de la comédie antique en expliquant que finalement les ressorts de composition grammaticale et autres sont exactement les mêmes que dans un James Bond et mettre dans la même vitrine une superbe bas-relief de comédie du musée du Louvre et en fait une couverture, une jaquette en fait d'un James Bond ne pose aucun problème à mon sens. En tout cas, on est en train de retravailler le parcours permanent du musée et je pense qu'il faut s'autoriser aussi dans le parcours permanent ce type de rapprochement dans le sens où, ce que je disais vraiment tout à l'heure, c'est se dire on est d'abord au service du public. Si ça permet au public de mieux comprendre le récit et les informations qu'on souhaite lui transmettre, faisons-le, ça me semble nécessaire, tout comme on a incorporé des Legos aussi dans le parcours permanent très récemment. Et c'est ce point d'entrée qui nous met à l'aise, qui est une sorte de produit d'appel qui va nous amener dans un second temps à interagir avec des sujets plus complexes. Merci Claire, merci. Je suis désolé d'avoir le mauvais rôle qui consiste à dire que le débat qui ne fait que commencer se termine. En tout cas, on était ravis et je remercie donc l'ensemble des intervenants et puis l'ensemble de l'audience nombreuse pour les échanges de ce matin. Je crois que incontestablement, on aura plaisir à poursuivre les échanges et à co-construire avec toutes les bonnes volontés qui sont là ce matin, une journée ou une semaine, je ne sais pas, de débat autour de ces questions-là. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui commence en quelque sorte en fait, du côté de la FEMS. Et puis, donc, un grand merci à vous toutes et tous. Est-ce que François, tu souhaites, en tant que coordinateur de la FEMS, tu souhaites rajouter quelque chose? Peut-être annoncer le prochain rendez-vous de la FEMS du jeudi? Oui, alors rendez-vous à la rentrée pour... Tu me prends pour dépourvu, Fabrice. Sciences et Société, Sciences et Société, quoi de neuf avec les muséums, cette fois-ci en partenariat avec l'ANSTI. Donc je pense qu'il y aura aussi des choses à dire. Rendez-vous le 16 octobre. Et puis d'ici là, voilà, vous pouvez dans tous les cas rattraper. On est déjà à la 5e saison des Jeudis de la FEMS, donc il y a matière aussi pour l'été, par exemple. Il y a des épisodes à rattraper, donc n'hésitez pas à vous y plonger. Et encore merci d'avoir été si nombreux et nombreuses ce matin. Et puis donc à très vite, on vous donnera des nouvelles avec le ministère. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.